Bonjour, dans le partage du jour, je vais faire le point sur la procrastination. Vous savez, cette envie irrésistible, ce besoin même de nettoyer le frigo, qui est plus fort que tout, surtout quand on doit faire quelque chose d'autre qu'on n'aime pas du tout, et qui nous angoisse, comme remplir sa feuille d'imposition, ou prendre un rendez-vous médical, voire même téléphoner à la belle-mère. Bref, la procrastination, c'est l'art de remettre au lendemain ce qui aurait dû être fait la veille. Pourquoi parler de procrastination dans un partage sur l'hypersensibilité? Car c'est une des caractéristiques d'un comportement atypique hypersensible. En d'autres mots, les personnes hypersensibles sont plus sujettes à la procrastination que les autres. Si. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y remédier. Ça veut juste dire que vous vivez un mal-être et que votre inconscient met en place une stratégie d'évitement à une situation qui va vous procurer des émotions inconfortables. Émotions que votre cerveau a peur de ne pas savoir, de ne pas pouvoir gérer. Cette stratégie d'évitement est là pour nous protéger. Et ça n'a rien à voir avec un manque de motivation, un manque de volonté ou de la fainéantise. Ça existe aussi, mais c'est pas de la procrastination. Pour contrer cette procrastination, il faut se souvenir de ce que nous avons déjà réussi à affronter, à notre résilience en tant qu'atypique. Il faut aussi faire preuve de lucidité et faire marcher notre cerveau en arborescence en comprenant que suite à cette procrastination, il va y avoir des conséquences encore pires que la situation elle-même. On va vivre des émotions très inconfortables. Un manque de confiance en nos capacités de faire face, une baisse d'estime de nous-mêmes, on va se culpabiliser, on va même avoir honte. Et ça bloque. Ça nous empêche d'apprendre à faire autrement, ça amoindrit notre capacité à changer, à passer à l'action. Le cerveau nous fait croire qu'il y a des choses plus importantes à faire pour nous éviter de nous confronter à nos propres peurs et pour nous empêcher de passer à l'action. C'est souvent le cas quand on veut sortir de notre zone de confort, quand on veut s'épanouir et mettre en place certains changements de comportement. Notre ego, qui est là pour nous permettre de nous adapter coûte que coûte, pour nous protéger, préfère nous laisser vivre des situations désagréables que nous connaissons que de prendre le risque de vivre de nouvelles situations, de nouvelles émotions, de nouveaux changements. Pour contrer la procrastination, je vous invite à aller chercher les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas passer à l'action, ce qui vous bloque, vous empêche d'oser. Alors il y a de fortes chances qu'il y ait cette peur de l'inconnu. Et qui dit inconnu, dit peur de mourir. C'est là où se cache notre ego, qui nous maintient dans la zone de confort. Même si cette zone n'est pas si confortable que ça, mais cet ego nous susurre à l'oreille de ne pas prendre de risques. Il nous fait ressentir de l'insécurité, nous laisse envisager un échec, un danger. C'est ce que moi j'appelle notre diablotin. Comme dans les anciens dessins animés, vous savez, où le personnage avait un ange d'un côté et un diablotin de l'autre. Et il est temps de regarder votre diablotin dans les yeux et de lui dire « Ta gueule !» La peur de mourir engendre une peur de vivre. La vie, c'est le changement, c'est prendre des risques pour révolutionner sa vie, pour s'épanouir. Et pour les hypersensibles, le diablotin est d'autant plus fort qu'il s'est doté du syndrome de l'imposteur. Le syndrome qui est né des différentes peurs déjà éprouvées, du problème de légitimité qui accompagne le manque d'estime de soi, la peur de ne pas être à la hauteur et d'être de nouveau jugé, critiqué, moqué, la comparaison avec les autres qui y arrivent tous mieux que nous. Bref. Tous ces traumatismes vécus durant l'enfance, à l'école, dans l'éducation, parfois avec la comparaison dans la fratrie, le fait aussi de se sentir au fond de soi pas comme les autres, différent, moins bien. Il s'agit avant tout de prendre conscience qu'il s'agit là d'un biais cognitif. Le biais cognitif, c'est une déviation systématique de la pensée qui peut entraîner une distorsion
de la manière dont nous percevons la réalité. Les biais cognitifs sont des erreurs de raisonnement qui se produisent de manière automatique et inconsciente, mais qui influencent aussi nos jugements et nos prises de décision. Ces biais peuvent découler de divers facteurs, tels que les expériences passées, les émotions, les croyances, les schémas de pensée préétablis. Ils peuvent conduire à des jugements erronés, à des interprétations biaisées de l'information et à des décisions irrationnelles. Reconnaître l'existence des biais cognitifs et être conscient de leur impact peut aider à minimiser leur influence sur nos pensées et nos actions, permettant ainsi une prise de décision plus rationnelle et objective. La procrastination et les raisons de notre diablotin à vouloir nous protéger en nous donnant de fausses croyances sur ce qui est un biais cognitif, car on ne peut pas déterminer notre valeur à partir de ce que les autres montrent, tout simplement parce que personne ne montre tout de lui. Très peu de personnes montrent leur authenticité, parlent de leurs émotions qui les habitent, de leur vulnérabilité, de leur faiblesse. Tout le monde n'est pas authentique. Tout le monde n'est pas hypersensible. Et si on reste avec cette fausse croyance, surtout si on prend ce que l'on voit sur les réseaux sociaux comme étant des vérités vraies, eh bien on fait que se mentir à soi-même et on se sent imposteur. Tandis qu'en fait, c'est pas nous l'imposteur dans l'histoire. Et du coup, on va attendre que tout soit parfait avant de passer à l'action. On va attendre de connaître le résultat du problème de maths avant de faire l'exercice, en quelque sorte. Par peur de notre critique intérieure. Le critique intérieur, c'est le copain du diablotin. Par peur de nos blessures d'enfance qui ressurgissent, nos croyances négatives, les injonctions de réussir des professeurs, des parents. Et en fait, on procrastine. Tout en se en demandant plus, avant d'oser montrer ce que l'on a fait, avant de passer à l'action. La procrastination vient aussi d'une attente de validation de l'extérieur, validation de notre valeur, validation par les autres, de leur regard. Et en même temps, on n'est pas capable d'accepter les compliments, car ça ne répond pas à nos propres schémas internes. Alors, on minimise ces compliments. La procrastination, c'est aussi la peur de se confronter à la réalité, à l'échec, au jugement des autres, donc au fait que j'ai peut-être de la valeur, au fait que je peux peut-être réussir. Moi qui suis habituée à échouer, à être rejetée, à me vivre comme un moins que rien. Et si la réalité était tout autre? Quelle émotion je vais vivre alors? Comment je vais y faire face? Quel comportement devrais-je mettre en place? La procrastination, ça peut être aussi la peur de la jalousie, la peur de ne pas être loyal envers sa famille, envers un système. Le fait d'avoir peur de déstabiliser les autres, et du coup pire que d'être vécu comme le mauvais petit canard, le fait de ne plus exister au sein de cette famille ou de ce système. Et donc du coup de se sentir isolé, seul. La procrastination, c'est aussi la peur de demander de l'aide, de montrer sa vulnérabilité, de s'ouvrir, de reconnaître qu'on ne peut pas tout gérer, qu'on ne peut pas s'adapter à tout. Et pour contrer la procrastination, il faut apprendre à faire les choses pour soi avant tout, retrouver cette motivation intrinsèque, trouver du sens dans ce que nous l'on fait, d'aimer ce que l'on fait, trouver le pourquoi on le fait et non le résultat, la récompense, la reconnaissance extérieure. Et ça, pour les enfants, c'est d'autant plus dur qu'ils sont soumis à un système de compétition et de réussite à l'école, d'obligation de résultats, plus que d'obligation d'apprentissage et de plaisir. Le stress et la pression de la société, la pression des performances, nous empêchent de vivre ces situations d'une manière adaptée. Notre état d'hypervigilance, en tant qu'hypersensible, avec toutes ces injonctions, nous fatigue. Et la situation est alors vécue et interprétée comme menaçante. Et lorsqu'il y a menace, il y a stress, avec les hormones qui nous permettent de faire face au stress, par la fuite, le combat ou l'inhibition. Le taux de cortisol et d'adrénaline augmente, on ne maîtrise plus nos émotions,
ni nos réactions. Et en tant qu'hypersensible, on procrastine ou on explose de colère. Alors combattre la procrastination, c'est possible et ça s'apprend. Ça demande de la pratique et des outils, mais c'est possible. L'une des clés de la réussite, c'est l'action. Pour faire face à la peur, c'est l'action. Le courage, c'est l'action avec la peur. Et pour pouvoir se motiver à agir, il faut regarder le désir qu'il y a derrière la peur. Par exemple, derrière la peur de mal faire, il y a le désir de réussir. Et le désir, lui, est porteur d'énergie. Tandis que la peur, elle empêche d'avancer. Donc je vous invite à trouver vos motivations intrinsèques, à déterminer avec votre enfant atypique quels sont ses plus grands désirs, ce qui lui permettra de passer à l'action. Posez-vous ou posez-lui la question. Est-ce que tu crois que tu peux changer ce qui t'empêche d'avancer? Est-ce que tu as envie d'être heureux? Alors oui, l'EFT, la PNL permettent d'aller libérer les croyances limitantes, d'effectuer des changements au niveau de l'inconscient, des pensées erronées. Mais pour enfin passer à l'action, vous pouvez aussi lister de votre côté les petites actions à effectuer. Vous rapprocher d'un groupe qui sera porteur de dynamisme, d'encouragement, de vous engager auprès de quelqu'un en lui faisant une promesse. En tant qu'atypique, vous ne voudriez pas le décevoir et votre désir de respecter votre engagement peut être plus fort que vos propres peurs. Assurez-vous aussi que vous avez le bon équilibre pour faire face à cette situation qui vous fait procrastiner. Ça veut dire avoir suffisamment dormi, savoir que votre cerveau limbique est au repos, que vous avez des exercices de relaxation, de respiration pour vous aider à réguler vos émotions régulièrement, que vous pouvez écouter de la musique à basse fréquence en effectuant la tâche afin de vous aider à mieux supporter la contrainte. Essayez, c'est bluffant. Mettez en place également une routine de gratitude qui va stimuler votre nerf vague, votre système immunitaire et réguler vos hormones. Évitez de devoir agir sur trop de fronts à la fois, ce qui épuise votre cortex. Par exemple, demandez à votre enfant atypique d'effectuer pas plus de 3 tâches dans sa journée. Vous prenez une décision lorsque vous êtes reposé et non fatigué. Dans une relation avec une personne atypique, privilégiez les mots positifs, les récompenses des petites actions plutôt que les reproches. Les récompenses, même symboliques, comme un bon point, un compliment, ou alors s'autoriser une pause, va alimenter le circuit et la libération de la dopamine dans le cerveau, ce qui engendre du bien-être, de la satisfaction, et contre l'adrénaline et le cortisol sécrétés par le stress. À chaque petite victoire, célébrez-la avec un repas, avec des bonbons, avec des cadeaux. Il s'agit d'agir sur vos hormones et sur votre énergie. Et lorsqu'il y a un échec, adaptez la philosophie Kaizen en vous posant la question « Qu'est-ce que je peux changer pour réussir la prochaine fois ?» Encouragez votre enfant à trouver d'autres pistes à explorer pour réussir au prochain devoir, au lieu de lui redire tout ce qu'il n'a pas fait correctement ou ce qu'il aurait dû faire. Vous lui apprendrez ainsi à trouver des solutions, à rebondir face à un échec, à vivre ses expériences comme étant riches d'apprentissage, et ainsi à ne pas alimenter le biais cognitif qui pousse à la procrastination. Dans son livre « Vive les atypiques », aidons nos enfants surdoués, hypersensibles, 10 et autres zèbres de 3 à 20 ans à s'épanouir, Audrey Hakoun et Isabelle Payot donnent différents outils et exercices à mettre en place, tels que le bocal à compliments, à encouragement, qui contient des petits papiers sur lesquels vous aurez écrit les qualités de votre enfant. Il pourra piocher dans le bocal un papier par jour pour lire le compliment. Vous pourrez accueillir les notes de votre enfant également en relevant les points positifs. Par exemple, si votre enfant revient avec un 9 sur 20, dites-lui « Tu as donc eu 9 points. Qu'as-tu réussi à faire? De quelle manière? Qu'as-tu compris du cours ?» Félicitez-le sur ce qu'il a réussi avant d'aborder les difficultés. Puis félicitez-le pour sa compréhension, montrez-lui sa marge de progression, recherchez avec lui
ce qui pourrait l'aider. Encouragez également la curiosité de votre enfant atypique, sa créativité. Appuyez-vous sur ses forces de caractère qui peuvent être définies par un test en psychologie positive. La procrastination n'est pas une fatalité et il est possible de la contrer dès le plus jeune âge et même après. Prenez soin de vous.